bienvenue sur La Voix du Parfum, le podcast qui fait entendre ce qui habituellement se sent. Je suis Isabelle Sadou, consultante éditoriale consacrée à la belle parfumerie française. J'écris, je raconte et je fais parler les parfumeurs pour qu'ils nous partagent leur passion lors d'interviews parfumées. Je crée aussi des podcasts pour les marques, les entrepreneurs, les institutions, tout domaine confondu. Moyen efficace de communication différenciant, le podcast de marque touche une plus grande cible, réveille les émotions et renforce votre notoriété. Retrouvez-moi sur le site internet d'unmodealautre.com et mes réseaux sociaux. Likez, commentez, partagez si cette interview vous a plu ou si vous avez un projet de podcast. À bientôt et bonne écoute. Olivier David, bonjour. Bonjour Isabelle. Vous êtes chimiste, enseignant à l'Université de Versailles et membre bénévole de l'Osmothèque, le conservatoire de parfums qui redonne vie à des formules et des parfums jusqu'alors endormis. Passionné d'histoire, vos recherches vous amènent à remonter le temps pour nous relater la belle parfumerie française. Aujourd'hui, vous nous présentez Germaine Cellier, la première femme parfumeur de l'histoire. Sans doute, vous allez nous le confirmer ou pas. Et grâce à sa nièce, vous avez pu retracer la vie et le parcours de cette femme peu ordinaire dont la personnalité flamboyante s'est aussi exprimée dans ses créations parfumées. Elle a également marqué les mémoires par son allure, sa gouaille, sa liberté de ton et de style, faisant parfois penser à d'autres dames au caractère bien trempé comme Édith Piaf, Greta Garbo ou encore Coco Chanel. Alors Olivier, avant de parler de ses créations, il semble que Germaine Cellier ait marqué les mémoires non seulement par ses parfums, mais aussi et surtout par une forte personnalité, n'est-ce pas ? Oui, un très fort tempérament. Alors sa nièce, qui nous donne énormément de détails, Martine Azoulay, et l'a connue puisqu'elle habitait chez elle quelques années, parle vraiment effectivement de ce côté titi parisien avec le verbe très haut, très acerbe aussi, puisqu'elle pouvait appeler ses collaborateurs Ducon, par exemple. Comme ça. Elle était extrêmement généreuse aussi en même temps, donc c'était une personnalité qui était vraiment, c'est flamboyant que Martine avait utilisé pour décrire sa tante, et je pense que c'est ce qui l'a caractérisé le mieux. Ça la résume bien. Alors, elle a fait des études de chimie et elle a précisé qu'elle avait voulu créer des parfums en souvenir de petits œillets de sable dont elle avait l'odeur poivrée sur des collines près de Marseille. C'est ce qu'on appelle une vocation peu ordinaire. Effectivement, c'est qu'apparemment elle a eu un choc olfactif et peut-être que ça a déclenché chez elle le fait de se dire peut-être que moi je peux manipuler les odeurs et faire ce que j'ai envie de faire avec. Quel âge a-t-elle à cette époque ? Alors apparemment elle est toute jeune puisqu'ils sont remontés à Paris après l'école primaire, donc ça devait vraiment être dans ses tout premiers pas à la plage. Cela ne l'a pas empêché de rapidement trouver sa signature, son style, une manière bien à elle de composer. Pierre Bourdon précise, si Coty a posé les bases de la parfumerie moderne en faisant du cubisme, Cellier a incarné le fauvisme avec des thèmes très colorés et expressifs. Qu'a-t-il voulu dire par là ? Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle a connu André Derain, qui était un des peintres fauvistes, qui aurait fait son portrait. On cherche toujours d'ailleurs à retrouver ce portrait. D'ailleurs, si vous l'avez vu quelque part, on est amateur. On lance un appel du portrait de Germaine par André Derain. Et donc en fait, il faut imaginer ces grands aplats de couleurs, ce qui sont caractéristiques du fauvisme. Germaine va les transposer en odeur avec des grands aplats de matière qui vont délimiter en quelque sorte le parfum en quelques coups. Simplement, évidemment, il faut une technique redoutablement affûtée pour réussir à faire une structure achevée avec comme ça quelques matières lancées dans une formule. Alors, on parle de peinture. Germaine Cellier fréquente aussi le milieu artistique parisien. Elle a des goûts et des attirances particulières pour certains mouvements et certains peintres. Alors pour la peinture, on ne sait pas trop. On sait par exemple qu'elle avait chez elle des caricatures, ce qu'on appelle une singerie. Elle aimait beaucoup les gens qui avaient un humour assez grinçant, apparemment. Après, on sait qu'elle fréquentait énormément le milieu du théâtre, puisque sa meilleure amie, Yolande Lafont, était une comédienne très connue. Alors cela nous amène à ses premières créations qui, au milieu de la guerre, confirment le vent de liberté d'expression qui souffle sur la parfumerie d'alors.
Parlez-nous de Bandy. Ah, Bandy. Donc c'est en quelque sorte un météore qui arrive dans la parfumerie. C'est son premier parfum connu, en quelque sorte, qui est lancé, alors qu'elle travaille chez Roure maintenant depuis une bonne dizaine d'années. On est en 1944, c'est ça ? On est en 1944, et on sait qu'elle est rentrée chez Roure en 1930, donc elle a fait ses années d'apprentissage comme tout parfumeur. Et donc elle lance le premier chypre cuiré pour femmes, avec une overdose d'armoise en tête, donc une odeur très verte, très âpre. Et après, ce fond de cuir qu'on appelle l'IBQ, l'isobutylquinoléine, qui était utilisé vraiment en trace avant elle et qui là va être mis sur le devant de la scène et entouré de notes animales extrêmement sensuelles. Ça va être un parfum qui va avoir peu de succès, puisqu'évidemment il est très clivant, mais les personnes qui vont l'adopter en sont complètement folles. Le nom joue peut-être aussi ? Effectivement, alors la petite anecdote, c'est qu'a priori, Robert Piguet, qui était un ami de Germaine Cellier, possédait des lévriers afghans, les premiers qu'on ait vus à Paris, et un de ces lévriers s'appelait Bandy. 2 ans plus tard, en 1946, elle crée pour Pierre Delmas, qui vient d'ouvrir sa maison de couture, et elle compose Élysée 64-83, encore un nom bizarre pour un parfum. Oui, alors tout à fait bizarre. Apparemment, elle était très mondaine, donc elle sortait beaucoup. Et avec Pierre Balmain, apparemment, lors d'une soirée où ils avaient décidé de lancer un parfum, ils se posent la question de quel nom lui donner. Et dans ce cas-là, ils se disent je vois pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Et il dit si on prenait le numéro de téléphone de la boutique, et il donne l'indicatif, et c'est parti. On est loin des brainstorming en agence de communication. Exactement, le marketing est loin. En 1947 sort le parfum Vent Vert. Ah, Vent Vert. C'est peut-être celui qui a le plus marqué des générations et toujours actuellement de parfumeurs. C'est une overdose de galbanum, mais qui est entourée de notes vertes extrêmement juteuses, crissantes, et qui est tout à fait nouveau par sa structure, puisque c'est la première fois qu'on a ce vent de fraîcheur qui vient balayer. Alors, Balmain va le vendre comme étant le slogan qui sera utilisé, c'est le parfum pour la voile et la mer. Alors à propos de slogan, il y a le suivant, Jolie Madame, qui adopte donc le slogan en question, plus qu'un parfum, c'est une présence. Quelle promesse ? Oui, alors il y avait ce côté d'une Parisienne extrêmement sophistiquée. Ce qui est intéressant, c'est que là, Germaine réutilise le thème de Bandy, mais en lui mettant un chignon, en quelque sorte. On passe d'une rockstar à une jolie madame, le nom lui convient très très bien, très sophistiquée, mais avec quand même du caractère. Alors, les hommes ne sont pas en reste, puisqu'elle va créer Monsieur Balmain, toute autre fragrance. Une de ses dernières créations, effectivement, qui là sera un grand aplat de verveine. Donc une très grande fraîcheur, et elle va la travailler pour mettre en valeur cette verveine, et apparemment elle aura beaucoup de succès, ce qui fait que même jusqu'à très très peu de temps il était encore vendu. Alors, que ce soit pour évoquer le vison, la femme, la voile, la mer ou une présence féminine, quels sont les points communs de ces parfums qui permettent éventuellement de préciser la signature de Germaine Cellier ? Alors on voit quand on passe en revue ces parfums, en fait, il explore un peu tous les domaines des odeurs. Simplement, il y a ce style, comme le disait Pierre Bourdon, qui est d'utiliser peu de matière pour en quelque sorte les valoriser et vraiment avoir un parti pris extrêmement affirmé sur chacun des domaines qu'elle a envie de mettre en avant. Et c'est une démarche assez innovante, du moins à cette époque. Effectivement, parce qu'on était plutôt habitué à ce qu'on pourrait appeler des millefleurs, dans lequel on avait 3 jasmins, 4 roses, vraiment une abondance de matière qui faisait riche, mais qui partait un peu dans toutes les directions. En 1948, toujours pour Piguet, elle lance le parfum Fracas, commercialisé sans interruption outre-Atlantique. Et Frédéric Malle dit « Qui veut imaginer un parfum à la tubéreuse retombe sur la formule de Fracas. Il y a une évidence d'accord, aucune matière inutile dans sa composition. C'est solide et sexy comme une fille et résistible, mais un peu mauvais genre. Fracas ne fait aucun compromis avec les odeurs de son époque, alors que le métier de parfumeur se berce de l'air du temps. » Est-ce une critique ou un hommage ? Alors c'est un vrai hommage parce qu'il cerne vraiment très très bien ce qu'est Fracas, c'est-à-dire une femme qui est un peu tapageuse, mais dont la sophistication empêche de la considérer comme étant vulgaire.
C'est exactement ça. Et il sait très bien de quoi il parle, puisque lorsqu'avec Dominique Ropion, ils vont créer Carnal Flower, qui revisite le thème de la tubéreuse, un de leurs grands précurseurs, dont ils vont s'inspirer, mais aussi s'éloigner, c'est ce fameux fracas. Alors on voit qu'elle est quand même très prolixe et qu'elle crée avec son style. Mais comment travaille-t-elle? Est-ce qu'elle a un laboratoire? Est-ce qu'elle travaille en équipe? Comment se déroule sa journée? Parce que comme on l'a évoqué tout à l'heure, son caractère laisse penser que c'est peut-être pas quelqu'un facile à travailler. Donc elle est dans la fameuse société qu'on appelle Roure. Et cette société Roure employait aussi le fameux Jean Carle, qui est évidemment un autre monument de la parfumerie. Mais il semblerait qu'à leur début de carrière, lorsqu'ils étaient tous les deux à Argenteuil, les réunions hebdomadaires finissaient de manière, comme on nous le dit, apocalyptique. Rien que ça. C'est-à-dire que les tempéraments affirmés des deux, du sud et puis l'autre parisienne, vraiment avec du tempérament, ne s'entendaient pas du tout. Ce qui fait qu'on lui avait trouvé un petit laboratoire où elle était isolée à Neuilly, où elle travaillait toute seule, elle était très contente. Elle avait une assistante qui lui pesait ses formules. Et on sait qu'à la fin de sa vie, elle arrivait vers 10h, 11h. Elle prenait les essais, puis elle rentrait chez elle. Où est-ce qu'elle trouvait son inspiration entre sa vie nocturne ou noctambule, on va dire, et puis son petit laboratoire? Alors je pense que c'était vraiment nourri d'une vie mondaine, puisqu'elle recevait beaucoup chez elle, énormément d'amis de tous les milieux, et notamment du milieu artistique. Milieu du cinéma, milieu du théâtre. Et il y a un sens de la fête, en fait, dans les formules de Germaine, parce qu'elle adorait faire la fête. Des formules festives. Alors justement, on lui connaît plusieurs relations, un peintre, un grand reporter, et puis un fameux joueur de tennis avec lequel elle va passer le reste de sa vie avec des hauts et des bas. Alors oui, elle va fréquenter des hommes plus âgés qu'elle au début de sa vie, même assez jeune fille, on peut le dire. Et elle va tomber sur cet homme absolument vraiment charmant à l'époque, donc le quatrième mousquetaire à côté de Lacoste et Borotra, qui est Christian Boussu. Donc un jeune athlète, très beau, très charmant, très british. Et elle va finir sa vie avec lui. Alors ils n'auront pas d'enfants. Mais effectivement, il ne va pas servir de souffre-douleur, mais il était vraiment l'élément de calme dans le foyer, alors qu'elle était vraiment les fusées qui partaient à droite et à gauche. Elle n'a pas eu envie, dans le même temps, de partager ou de transmettre ou d'enseigner, par hasard? Alors, on ne lui connaît pas de disciples. On sait que ses parfums ont inspiré énormément les parfumeurs, mais elle n'avait pas forcément, a priori, ce goût de transmettre. Je pense qu'elle avait l'idée qu'une femme se devait d'être indépendante et devait se trouver son style toute seule. Donc elle n'avait pas de leçons à donner. C'était vraiment chacun fait son chemin comme il l'entend et en gardant au maximum sa liberté, ce qui était a priori extrêmement important pour elle. Et en ça, on peut dire, comme je vous avais posé la question au début, qu'elle est peut-être la première parfumeur ou parfumeuse, ça c'est un autre débat, femme française sur le marché de la grande parfumerie française. Alors c'est la première effectivement qui va acquérir ce statut de parfumeur, c'est-à-dire qui sera connue par les clients qui font, évidemment les femmes travaillent dans la parfumerie depuis l'Antiquité. Alors petite anecdote, il semblerait par des recherches récentes en égyptologie que les toutes premières formules de parfum aient été écrites par une femme. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout le même métier que celui qu'exerçait Germaine. Germaine est vraiment un poste de création de parfum et c'est effectivement la première. Elle va mourir en 1976 à 67 ans, relativement jeune. Oui. Alors, il semblerait qu'elle n'ait jamais vraiment pris sa retraite puisqu'elle a travaillé jusqu'à très tard de sa vie. Mais elle avait une santé assez fragile. Alors d'abord parce qu'elle avait une hygiène de vie qu'on appellerait de nos jours déplorable. Elle buvait bien, elle fumait beaucoup. Elle mangeait peu, par contre. Et effectivement, c'est des problèmes digestifs qui vont l'amener à l'hôpital et une opération ne va pas très bien se passer. Et malheureusement, elle mourra dans cet hôpital, alors pas très loin d'ici, à Clichy. Et donc, en une vingtaine d'années, on peut dire qu'elle a, de l'après-guerre jusqu'au milieu des années 60, elle a créé une dizaine de parfums qui font date sans dater. Et selon Pierre Bourdon, Germaine Cellier ne dessinait pas un univers olfactif, c'est sa façon de composer qui signait pour elle. Effectivement, on n'a pas cité des parfums comme À cœur joie de Nina Ricci, qui est un parfum extrêmement romantique.
qui est donc pas du tout dans le style de Vent Vert, hein, qui est très rock'n'roll aussi, hein, ou comme Bandit, qui a un côté très âpre. Mais ce qui signe effectivement, ce n'est pas les notes qu'elle emploie, mais c'est la manière dont elle les emploie. Et donc, elle prend des matières très marquantes et elle fait en sorte de construire une structure cohérente et raffinée avec ces matières qui sont brutes au départ. Et elle le fait pour tous ses parfums. Ça, c'est vrai. Et en quoi cette manière de faire existe-t-elle encore peut-être dans certaines marques ou chez certains créateurs aujourd'hui ? Alors quand il y a effectivement une volonté comme ça d'avoir... il faut une volonté d'innovation, c'est-à-dire qu'il faut une volonté de faire un parfum qui n'est inspiré de pas grand-chose, ou vraiment de quelque chose de très éloigné, et de créer une forme olfactive en parfumerie qui soit inédite. Et ça, évidemment, c'est pas facile à faire, hein, puisqu'il y a beaucoup de parfumeurs sur la place de Paris et d'ailleurs. La volonté de faire un nouvel objet olfactif est toujours présente et on peut toujours trouver des créations qui ont cet esprit de liberté de Germaine Selly. Comment elle était acceptée, reconnue dans ce monde parfumeur assez masculin encore jusque dans les années 80 ? Alors c'est assez difficile à savoir pour l'époque. Elle avait quand même un tempérament qui était difficile. Elle fréquentait pas du tout les parfumeurs dans sa vie personnelle, apparemment. Donc je pense qu'en fait, c'était un petit peu l'électron libre de la parfumerie à l'époque et que les seuls gens qui nous en parlent sont les gens du théâtre ou du cinéma. On ira les rencontrer pour qu'ils évoquent ces bons moments avec elle. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Isabelle. Merci de nous avoir suivis sur le podcast La Voix du Parfum. Je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine interview ou d'une échappée belle dans l'histoire de la parfumerie. Prenons contact si vous aussi vous souhaitez créer votre podcast et diffuser vos talents et vos savoir-faire. À bientôt!